Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des tensions dans le vestiaire des Hawks d'Atlanta, de Zion Williamson en bonne santé et en tête de la conférence Ouest avec les Pelicans, des Grizzlies de Memphis qui se maintiennent malgré un effectif qui n'a pas été épargné par les blessures. On terminera en parlant de Jalen Williams, l'étonnant rookie du Thunder de KC. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir Tom Feller, contributeur du podcast Dunk Hebdo. Bonjour Tom. Salut Josh, comment vas-tu ? Ça va très bien, ça faisait un moment que tu n'étais pas venu dans le podcast et je suis ravi que tu sois de retour. Ravi d'être là et encore merci pour l'invitation. C'est toujours plaisir de discuter NBA. Exactement, et ça me fait plaisir que tu prennes toujours le temps de réserver un petit coin dans ton agenda pour moi. Merci beaucoup. Mon agenda de ministre découpé par bloc de 15 minutes. Exactement. Ouais. Alors on va enchaîner tout de suite justement parce qu'on court contre la montre et on va commencer par Atlanta. 21e attaque de la NBA, Atlanta 12e défense, ils sont 18e en net rating. Voilà, ils sont toutefois 5e de la conférence Est, ce qui est pas mal quelque part. Mais vendredi dernier, une brouille entre Trae Young et Nate McMillan, le coach, est sortie dans la presse. Ça a alimenté un petit peu toutes les conversations autour du club. Une tension dans le vestiaire qui n'est pas forcément la bienvenue pour une équipe qui cherche à renouer avec le succès après avoir obtenu une place en finale de conférence en 2021. Depuis, les Hawks peinent à confirmer leur statut de réel contender à l'Est, finalement. L'addition de Dejounte Murray a été positive. Il est arrivé pendant l'intersaison. Mais Trae Young peine pour retrouver son efficacité habituelle. Le collectif manque de cohésion sur le terrain. McMillan est-il vraiment l'homme de la situation sur le banc d'Atlanta ? La question se pose. Mais plus intéressant encore, ce que j'ai envie de dire, c'est comment en fait cette situation met en avant la nécessité pour un joueur comme Trae Young de devenir le leader dans le vestiaire et à quel point cette partie de l'équation dans le succès d'une équipe, d'une franchise, est éminemment aléatoire. Tom, comment analyses-tu cette situation à Atlanta, aussi bien sportivement que sur le plan relationnel entre les joueurs, le coaching staff et le front office? Bon, on va dire que les Hawks, ils sont un peu dans la phase la plus difficile qui soit quand tu es une jeune équipe. C'est qu'en gros, ils ont eu des résultats tôt. Ils ont eu de très beaux résultats, notamment la finale de conférence face aux Bucks et à Giannis. Un peu tôt en fait dans la construction de l'effectif, et du coup juste après ils ont fait une saison décevante, et ce qu'ils ont voulu faire durant cette intersaison, c'est un peu défaire ce qu'ils avaient fait, puisque Travis Schlenk s'était plaint à un moment du fait que c'était pas la bonne situation d'avoir payé tout le monde. Et là, ils ont rechangé en fait l'équilibre sur lequel est l'équipe, et il faut que tous les joueurs s'adaptent, et du coup ça donne un peu de bisbille entre guillemets entre par exemple les leaders, par exemple John Collins. On essaie c'est le nouveau Miles Turner. T'as l'impression que tous les ans il faut le transférer quelque part. Complètement. Trae Young, cette année il y a de l'adaptation du coup de Dejounte Murray. Il y a aussi DeAndre Hunter qui souffle un peu le chaud et le froid. On en attend beaucoup de lui et c'est plutôt décevant. Et t'as malheureusement ce qui s'est passé du coup avec Trae Young et du coup Nate McMillan. Alors Trae Young avait déjà eu quelques problématiques avec Lloyd Pierce sur la fin à Atlanta. Et là, il avait complètement eu un rôle à jouer dans le débarquement de Lloyd Pierce, et ce qui à l'époque était justifié, que Lloyd Pierce avait clairement perdu le vestiaire. Nate McMillan était arrivé et il était dans le staff de Lloyd Pierce, il était assistant coach. Il arrive, il prend les rênes de l'équipe, il rencontre un succès phénoménal, il change complètement la dynamique de cette équipe. Il arrive aussi, il faut quand même le rappeler, par un jeu de blessure parmi certaines équipes de la conférence Est, à obtenir son ticket pour les finales de conférence, ce qui est complètement inattendu, comme tu l'as dit, pour les Hawks. Ça crée forcément des ambitions qui n'étaient peut-être pas celles, comme tu dis,
qu'on attendait aussi rapidement du côté d'Atlanta. Et est-ce que Nate McMillan est l'homme de la situation? C'est ce que je posais comme question en introduction. Et cette question se pose encore, j'ai l'impression. Oui, toujours, hein. Après, Nate McMillan, voilà, on sait que ça fait partie des coachs un peu planchers de l'NBA. C'est-à-dire C'est que ça, ouais. je pense que tu as autant de coachs qui sont meilleurs que lui qu'autant de coachs qui sont moins bons que lui, en fait, dans l'NBA. Et le problème de ce type de profil, c'est que le GM, il va se dire, OK, j'ai ce coach-là, j'ai peut-être plus de chances de trouver quelqu'un de moins bon. Enfin, j'ai autant de chances de trouver quelqu'un de moins bon que de trouver quelqu'un de meilleur que lui. Donc, du coup, si les résultats suivent, et je pense que c'est aussi ça, hein, c'est que même s'il y a tout ce bisbis qui s'est passé en interne, notamment avec Trae Young, ça, je pense qu'il faudrait qu'on en parle peut-être plus en détail sur la question de la gestion de la blessure, entre guillemets, de Trae Young. Peut-être qu'il faut des choses comme ça. Et comme les résultats vont, je pense que pour l'instant, il est un peu sauvé, mais là, les résultats, ils commencent depuis cette fameuse affaire. OK, il y a eu la blessure de Dejounte Murray, il y a la blessure de Hunter, il y a aussi la blessure de John Collins, mais l'équipe va plutôt dans la mauvaise direction et ça pourrait être le fusible qui saute, tout simplement parce que tu as l'impression qu'il y a vraiment des choses, il y a une distorsion entre lui et le leader de l'équipe qui est Trae Young aujourd'hui. Oui, complètement. Et moi, c'est cette question-là, en fait, que je souhaite poser en parlant d'Atlanta aujourd'hui. Plus que les résultats sportifs en tant que tels, c'est plus la question du leadership de Trae Young, finalement, qui, je trouve, est extrêmement intéressante. Trae Young est un joueur qui a 24 ans. Et aujourd'hui, il y a énormément, comme on vient de le dire, d'ambition autour de lui, que ce soit lui individuellement en tant que joueur et son équipe des Hawks. Ouais. On sent que Trae Young, je veux dire, il faut quand même comprendre que voilà, Trae Young est un joueur qui a 24 ans, qui vient d'obtenir un contrat colossal. C'est le visage de la franchise. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est comment il va réussir aujourd'hui à digérer ça et à retranscrire ça, si tu veux, en termes de leadership dans le vestiaire auprès des autres joueurs, comment ses interactions avec le coaching staff et ses interactions avec le front office. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on a souvent, qu'on minimise un peu ou pas, enfin, sans minimiser forcément, on ne comprend pas à quel point c'est excessivement difficile pour des joueurs de cet âge-là d'enfiler en fait ce costume du leader en fait. Et c'est pas inné chez un joueur. Et je me demande si Trae Young est vraiment capable ou non de jouer ce rôle-là pour Atlanta. Personnellement, je pense qu'il le peut jusqu'à un certain niveau. Après, par exemple, pour revenir sur ce qui s'est passé, notamment par rapport à sa fameuse blessure à l'épaule, moi, je trouve qu'il a pas vraiment bien géré ça, puisque plutôt de parler en fait de sa réaction, enfin dans sa conférence de presse, il était plus embêté que ce soit sorti plutôt que de la façon dont il s'était comporté. Et moi, c'est quelque chose qui m'a interpellé, puisque tu es censé être le leader de l'équipe, ne pas te pointer au match. Enfin, pour moi, c'est vraiment un manque de respect total. C'est assez inconcevable, en fait. Tout à fait. C'est inconcevable. Et à un moment dans la conférence de presse, on lui dit que c'est pas normal qu'il soit, en tant que leader de l'équipe, c'est pas normal qu'il ne soit pas venu au match. Il dit qu'il était blessé. Et du coup, il y a eu une question follow-up du journaliste qui l'interviewait. Il disait, mais John Collins, il avait une botte et il était quand même sur le terrain. Enfin, il était quand même au bord du terrain. C'est pas une excuse, en fait, ton problème de l'épaule. Tu dois te pointer. Tu es le leader de l'équipe. C'est ce dont je parle, Tom. C'est de l'attitude, en fait. Et c'est l'attitude qu'il a démontrée par rapport à ce cas, sur sa bisbille avec Nate McMillan et sa manière de gérer ça, le refus qu'il a de prendre la responsabilité de s'être trompé. Il aurait pu dire je me suis trompé, j'ai pas eu la bonne attitude. Voilà, c'est ça. Je ferai mieux la prochaine fois. Non. Voilà, je suis jeune, je vais progresser en tant que leader. Exactement. Voilà, laissez-moi le temps. Voilà, moi j'aurais préféré ça. Au lieu de ça, je préfère que ce soit privé. Il s'est arc-bouté sur sa position. Exact. Comme tu l'as dit,
il a semblé vexé que cette histoire sorte. D'ailleurs, Nate McMillan l'a très bien dit. Il a dit, logiquement, ce genre d'histoire-là ne sort pas dans la presse. D'habitude, ça reste entre nous. Mais pour le coup, c'est un peu la saison où on se rend compte à quel point aujourd'hui, l'étanchéité entre le domaine public et le domaine privé concernant les équipes. Oui. Quand je te dis ça, je parle également de Jordan Poole et Draymond Green, par exemple. Oui. Typiquement, le genre d'histoire qui avant ne serait pas sorti dans la presse. Typiquement, et qui là, tout d'un coup, c'est aux yeux et au su et au vu de tous. Bon, l'attitude de Trae Young est pour moi ce qui pose problème. Et on peut condamner cette attitude de Trae Young. On peut dire, regardez, c'est... Mais j'ai aussi envie de me positionner dans ses bottes à lui, dans ses chaussures à lui. 24 ans, beaucoup de pression, beaucoup d'attentes. Et c'est ça que j'essaye de dire, c'est que c'est pas gagné d'avoir la bonne attitude. Il y a rien qui est sûr là-dedans, quoi. Et ça me fait toujours penser à ce que Pat Riley disait sur le Disease of More. Le fait que quand tu as du succès, comme ils ont eu avec cette finale de conférence en 2021, quand tu as du succès, c'est souvent le premier pas vers le désastre, vers les complications. Et quelque part, c'est comment tu vas gérer ce succès, comment tu vas gérer le fait que tout d'un coup, il y a plein de gens autour de toi qui vont... Et surtout quand tu es Trae Young et qu'on te propose un contrat de je sais pas combien de dizaines de millions de dollars. 215, ouais. Parce qu'il a été à l'NBA, il a 215 millions. Hein. C'est 215 millions. Hein. Tu te rends compte à quel point ça peut te monter à la tête, ces conneries. T'es toujours entouré de gens qui sont là. Ah, Trae Young, tu es formidable. Oh, Trae Young, tu es magnifique. Oh, Trae Young, oh, Trae Young, oh, Trae Young, oh, Trae Young. Comme garder les pieds sur terre dans ce contexte-là, c'est hyper compliqué. Oui. C'est aussi ça la vérité. Je pense aussi que, tu vois, cette saison, il pâtit du fait de pas être aussi bon qu'il a été les saisons précédentes. Tout à fait. Tu vois, l'an dernier, il a sorti une saison vraiment exceptionnelle. Vraiment, si on prend les Ball Numbers, par exemple, en reprenant son année statistique sur Clean the Glass, c'est quelqu'un qui était à 39% d'usage, de taux d'usage, et de 1.21 par tir tenté. Donc, c'était quelqu'un qui avait un énorme volume en tant qu'initiateur offensif et une efficacité qui était dans le 96e centile. En gros, il y avait que 4% des joueurs qui faisaient mieux que lui. Monstrueux. C'est vraiment, c'est vraiment l'élite. Et là, en fait, quand tu regardes cette saison, en tant que leader offensif, Trae Young, il est un petit peu en deçà. Enfin, il est très en deçà de ses standards, puisque même si son taux d'usage a un peu baissé, notamment avec l'arrivée de Murray, il est passé de 39 à 38%. Mais là, au point par tir tenté, tu vois, il est à 1.07 par tir tenté. Il est dans le 42e centile. Ça veut dire qu'il y a 58% des joueurs qui font mieux que lui. Tout à fait. Donc là, tu vois, je pense que dans le côté leadership, si sur le terrain, Trae Young, il donne pas l'exemple, ça va être un petit peu, on va plus difficilement, en fait, lui passer des caprices, tu vois, entre guillemets. Complètement. Et moi, j'aimerais bien savoir, effectivement, si Nate McMillan va être celui qui va payer les pots cassés quelque part. Et est-ce que c'est une mauvaise chose ou pas, tu vois, Nate McMillan, c'est un coach... Je pense que les Hawks peuvent clairement lui serrer la main en lui disant merci de nous avoir sortis enfin, tu vois, il a eu des résultats, clairement, mais comme tu le disais tout à l'heure, est-ce que c'est le coach qui va t'emmener au-delà ? Est-ce que tu as raison de rester avec ce coach-là qui potentiellement n'est pas le coach qui te permettra justement de passer le cap nécessaire ? Je n'en sais rien. Je pense que non. Moi non plus, je pense pas. Malheureusement, je pense que non. Après, très sincèrement, je pense pas. Mais là, Trae Young, pour moi, a clairement est dans une phase de son évolution qui est excessivement importante. La façon dont la manière dont il va gérer cette saison et les difficultés qu'il traverse maintenant là, on a déjà vu des joueurs de premier plan passer par ce genre de phase. Faut pas se leurrer, hein. Il y a plein de joueurs qu'on adore aujourd'hui, qu'on vénère aujourd'hui, et on se dit ah mon Dieu, quel leader incroyable, ont traversé ce genre de difficultés, ont vécu ce genre de polémique. Trae Young n'est pas différent. Maintenant, c'est la manière
dont il va évoluer. Et je trouve ce cas de figure très intéressant. Ouais, faut qu'il arrive à refédérer et surtout faut que non seulement Atlanta revienne en santé, il faut aussi qu'il trouve un nouvel équilibre puisque Complètement. encore une fois l'équilibre de l'équipe a changé, mine de rien. Mais c'est Ouais, l'identité pour moi de cette ouais, équipe. Qu'est-ce que veut faire Atlanta en fait? Parce que tu parlais de John Collins. oui, Typiquement, quand je vois une équipe qui a un joueur de la... Pour moi, du John calibre de Collins John Collins, est ouais. un très Il est bon super joueur. fort, ouais. Faut arrêter le Oui, délire, quoi. totalement Euh, d'accord. c'est un excellent joueur. À Mm. partir du moment où, pour moi, tu as un joueur comme lui, qui est perpétuellement dans les conversations de transfert, c'est le signe qu'il y a un truc qui va pas et que l'identité même de l'équipe, il y a un truc qui ne colle pas. Et c'est ça qui, moi, quand je vois Atlanta, c'est qu'est-ce qu'ils essayent de faire. Mm. C'est quoi l'identité de cette équipe? Alors, faire venir un mec comme Dejounte Temeray et l'importance de Dejounte Temeray par rapport à l'ensemble du collectif. Forcément que ça allait créer des difficultés. On voit que pour Trae Young, c'est pas facile de s'adapter. Pour moi, ces difficultés étaient attendues. Là, ce qui me dérange, c'est que quand tu as cette relation entre ton franchise player et ton coach qui ne colle plus et qui est source de déséquilibre dans le vestiaire, en fait, tout ça, ça vient faire capoter l'ensemble, en fait, et ce que tu essaies Oui, de oui, construire. C'est ça que je trouve oui, dommage. oui. Oui, 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 je suis d'accord avec toi, surtout que, enfin, aux Hawks, il y a quand même, il y a quand même pas mal de petites luttes, je dirais petites luttes de pouvoir Tout à entre fait. plusieurs types de générations, puisque tu as les vétérans qui sont arrivés pour accompagner Trae Young qui étaient prêts avant les autres, Tout à et fait. ensuite tu as la vague de jeunes joueurs qui sont là pour accompagner Trae Young, mais entre-temps, tu as des vétérans qui avaient pris la place laissée, tu vois. Tu vois, par exemple, les pertes de Huerter et Gallinari, c'est très important en fait pour l'attaque de la façon dont les Hawks s'attaquaient, Tout tout à fait. simplement parce que ce sont des joueurs qui écartaient le terrain, qui tiraient à 3 points, qui étaient des menaces de loin et qui, notamment dans le cas de Gallinari, quand il était là, pouvait jouer un post-up, pouvait gérer une attaque seul, et, un peu comme ça quoi. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que dans cette lutte-là, et John Collins et le taux d'usage de John Collins est vraiment le témoignage de ça, puisque John Collins, là, Tout il à est fait. à peu près 15% de taux d'usage. Enfin, pour quelqu'un qui est ton deuxième salaire, globalement, ça fait un peu tâche. Et en fait, John Collins, tu as l'impression en fait, il est coincé entre la génération, du coup, avec Capella, les vétérans, les Holiday, les Bogdanovic, Alors il a et 25 ans, hein, c'est ça, John il est Collins. Hein. coincé là. Et entre-temps, tu as la nouvelle génération avec les Okongu, les AJ Griffin, Tout à fait, les ouais. Jalen Johnson aussi qui ont besoin de minutes. Et la problématique qu'il y a, c'est que comme tu vois et tu t'aperçois qu'il y a potentiellement un plafond de verre avec cette équipe-là actuellement, ben, tu vas te dire, et notamment dans le cadre de la fanbase d'Atlanta, on a un plafond de verre avec nos vétérans, il faut faire jouer les jeunes pour voir s'ils peuvent pas devenir meilleurs que les vétérans. Et le problème, c'est que ben, John Collins, au lieu de faire partie, pour moi, de la classe des jeunes, il est limite dans la classe des vétérans. Et bah, du coup, son rôle est minoré pour pouvoir faire des tests en fait sur d'autres joueurs. Quoi. Et c'est un peu dommage. Et Je malheureusement, trouve ça ça va le dommage, pousser ouais. vers la sortie. Et c'est un peu le théorème Tobias Harris, en fait. C'est-à-dire que c'est pas... ce qui gêne, c'est pas le joueur en lui-même, puisque le Mmh. joueur en lui-même, il a des qualités et des choses. Ce qui gêne, c'est le contrat qu'il touche pour ce qu'on lui demande de faire et Oui, le rôle oui. qu'il a dans l'équipe. Tu Voilà, vois? pour le rôle qui est le sien au sein de l'équipe. Voilà, Alors c'est que ça. j'aimerais quand même rappeler au passage que John Collins a quand même prouvé en playoff, dans les moments les plus tendus qui soient, Qu'il était présent. qu'il était quelqu'un sur qui tu pouvais compter. Je veux Mm. dire, il y a un moment, ok pour développer les jeunes, ok pour dire ouais, on a des jeunes talents, tout ça, machin. Ok, il n'y a pas de problème. Un mec comme John Collins, qui a 25 ans, donc qui est même pas Mm. dans son prime, qui a déjà prouvé en playoff qu'il était capable de répondre présent et de prendre ses responsabilités sur le terrain, je veux dire, je dis pas que ça fait de lui un intouchable. Je dis juste Mm. que tu réfléchis quand même à deux fois avant de t'en séparer d'un mec comme ça. Mm. Mm. Il Mais ouais. y a plein de joueurs qui sont. Enfin, j'ai vu trop de joueurs dans ma carrière de fan
qui sont magnifiques en saison régulière et qui s'écroulent totalement en play-off. Tu as des joueurs comme ça, tu peux pas compter sur eux en play-off. Pour moi, un mec comme John Collins, il a prouvé ça. Et être capable d'être quelqu'un sur qui tu peux compter en play-off, c'est quand même une qualité dont tu te sépares pas comme ça. Moi, je m'en séparerais pas facilement d'un mec comme John Collins, clairement, quoi. Ouais. Mais tu as raison, il est potentiellement payé beaucoup trop cher par rapport à la manière dont il est utilisé. Voilà, oui, mais par rapport au rôle, mais par rapport aussi à la manière dont il est utilisé. Et c'est pour ça que la question de Ned McMillan, encore une fois, revient. Est-ce que Ned McMillan est le gars qui est capable d'articuler correctement cet effectif? Je suis pas sûr. Oui. Parce que, tu vois, après, encore une fois, pour la problématique John Collins, si tu prends le gros trio d'intérieur en fait, des Hawks, tu auras John Collins, Okongwu et Capella. Là où John Collins a été intéressant, notamment en playoff, c'est qu'il pouvait jouer quelques minutes au poste 5. Exactement. La problématique, c'est que ça, maintenant, les minutes au poste 5 quand Capella n'est pas là, c'est Okongwu qui prend toutes les minutes en vrai. Tout à fait. Parce que tu as la notion de développement et à part là, parce qu'il n'y a personne qui peut jouer, enfin, il y a très peu de personnes sur la rotation au poste 4, mais le duo, par exemple, Okongwu-Capella n'est jamais utilisé. Donc, en gros, c'est soit John Collins, ses minutes au poste 5, ben, il y en a plus. il y en a quasi plus. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui est condamné à un peu jouer au poste 4. Et malheureusement, ce que tu vas attendre enfin, on va dire que le rôle qu'il a avec un gars comme Trae Young, avec des gars comme Trae Young et Dejounte Murray, ben, ils vont plutôt chercher, par exemple, le lob avec Capella qui peut pas faire grand chose d'autre offensivement. Et du coup, John Collins, il est contraint de faire partie du spacing plutôt d'être un des joueurs qui en bénéficient comme ça avait pu être le cas avant. Et c'est ça, en fait, le gros problème avec le développement de ce joueur-là. Et malheureusement pour lui, c'est pas prêt de s'arrêter parce que là, tu as du coup DeAndre Hunter qui a des minutes sur le poste 3 et le poste 4 parce qu'il faut donner des minutes à AJ Griffin sur les postes 2 et poste 3. Et voilà, en fait, c'est malheureusement, en fait, en fait, son importance est en train de sombrer dans le projet, quoi. Oui, c'est la hiérarchie, en fait, voilà. de la rotation voilà, qui ne joue plus du tout qui ne joue plus en faveur de John Collins. Bon, après, j'aimerais bien voir quels sont les transferts potentiels concernant John Collins. Est-ce qu'ils vont être capables de récupérer potentiellement, mais on verra bien. On va parler des Pelicans et on va parler de Zion Williamson. Les Pelicans, c'est, à l'heure où je te parle, c'est la 3e défense de la NBA, la 6e attaque. Donc c'est un des rares clubs qui est dans le top 10 des deux catégories. 2e équipe derrière les Celtics en net rating. Fin novembre, Zion Williamson a enfin passé la barre des 100 matchs en carrière, ce qui semble assez taré quand tu penses pour un joueur qui a été sélectionné numéro 1 lors de la draft 2019. Ouais, il est dans sa 4e saison. Ouais. Cette saison, nous étions nombreux à espérer qu'il parvienne à laisser les blessures derrière lui pour enfin exprimer l'étendue de son talent sur le terrain. On en avait déjà eu un bon aperçu lors de la saison 2020-2021. Et là, depuis le lancement de la saison, un Zion en forme, malgré quelques rencontres manquées par-ci, par-là. J'ai envie de te dire, Tom, qu'il est au rendez-vous. Là, les Pelicans sont premiers de la conférence Ouest, en grande partie grâce à lui. Il montre une domination assez incroyable. On va en parler tout à l'heure peut-être, mais je repense à ce match face à Toronto où il m'a bluffé totalement. Je pense que ce match-là, pour moi, est vraiment le parfait exemple de à quel point ce mec est un problème pour les défenses adverses. Surtout pour Toronto, ça a été un gros problème. Eux qui basent un peu leur défense sur on peut tout switcher, on a tous les gars sur le profil, sauf que là, la force et la rapidité a battu la switchabilité pour le coup. Exact. Et puis quand tu as un mec comme Anunoby qui est quand même un monstre défensif, qui se fait bouger, il peut rien faire du tout. Et défensivement, c'est là où Zion m'impressionne le plus pour l'instant cette saison, c'est que c'est pas du tout l'espèce de plot que ça a été un moment dans sa carrière, où c'était vraiment un minus défensif. Et aujourd'hui,
c'est plus le cas. En tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas. Tom, quelles étaient tes attentes concernant Zion à début de saison et qu'est-ce que tu penses de ce que sont en train de devenir les Pelicans potentiellement aujourd'hui? Ben, moi, je pense que, Zion, j'en attendais qu'il soit au moins, qu'il soit au niveau All-Star, puisque c'est quelqu'un qu'on a quitté, qui était, pour moi, qui était quasiment au niveau All-NBA, hein. Ce qu'il avait montré lors de sa deuxième saison dans la ligue, c'était invraisemblable et c'était du jamais vu pour ce type de joueur-là. Donc, moi, je m'attendais à le revoir à un niveau All-Star, et là, il est littéralement à un niveau All-NBA, Zion. Donc, il faut voir s'il peut jouer et il peut enchaîner tous les matchs, puisque quand même, sa deuxième saison, il a joué plus de 70 matchs, hein. C'est juste que, voilà, c'est ça, il a joué plus de 70 matchs sur sa deuxième saison. C'est juste que la première, il n'en a pas joué beaucoup, et la troisième, il n'en a pas joué beaucoup. Donc, à voir s'il va tenir le rythme. Moi, je trouve que, Zion, que ce soit visuellement, que ce soit dans les chiffres, il a t'as l'impression que c'est facile, en fait, pour lui, ce qu'il fait. Et limite qu'il est indéfendable parce que il Tout a à fait. le combo puissance, rapidité, vitesse et force qui fait que à partir du moment où il arrive si tu es hors de position et que tu arrives pas à anticiper son déplacement, et ça arrive, c'est arrivé souvent, notamment face à des défenseurs, on va pas dire des défenseurs de compensation, c'est-à-dire que qui pensent, qui sont pas forcément bien positionnés et qui se disent ok, je vais compenser avec mes capacités athlétiques. Tout à Par fait. exemple, tu vois, je pense à Bagley et même Stewart, hein, notamment sur le match face à Ouais, Détroit. Ben, sauf que Zion, il va tellement vite que quand tu es hors de position, c'est trop tard. C'est trop tard. Quand, exactement. quand tu es en position, c'est trop tard. Et il est déjà au cercle et il a une capacité et une volonté à chaque fois à aller punir les adversaires dans la raquette et punir ses mismatchs qui est invraisemblable. Et moi, la peur que j'avais en début de saison, c'est qu'en fait, qu'on ait un fort Zion, mais que ce Zion-là soit un peu bridé par le fait que, comme Zion, c'est un intérieur et que le ballon aux Pelicans, il est souvent dans les mains de CJ McCollum ou de Brandon Ingram, ben, qu'on ne puisse pas avoir, en fait, Zion utilisé assez pour peser fortement offensivement sur la défense adverse, puisqu'on sait que c'est une équipe qui, quand elle joue historiquement avec CJ McCollum et Brandon Ingram, va prendre beaucoup de mid-range et qui aura peu de gravité et d'attaques qui vont se finir pardon, vers le cercle. Et là, en fait, la chance qu'ils ont à peu près, si on peut appeler ça chance, les Pelicans, c'est qu'ils n'ont jamais vraiment eu la configuration des trois ensemble. Donc, du Non, coup, ça quand s'est tu en as arrivé deux très des peu de trois, fois, ça ouais. fonctionne. Sauf que quand tu as les trois, ça cafouille un petit peu, même s'il y a eu un gros match en début de saison où les trois étaient là. Mais en tout cas, moi je suis un peu dans l'attente de voir ce qui va se passer pour eux, mais c'est clairement, les Pelicans se placent clairement comme une équipe du futur, notamment parce qu'ils sont déjà bons aujourd'hui. Ils semblent avoir un joueur qui est une superstar et qui pourrait potentiellement être All-NBA à la fin de l'année et qu'ils ont les assets pour faire des mouvements si jamais il y a des ajustements à faire à la mi-saison. Sur les 4 derniers matchs, Zion tourne à plus de 27 points en moyenne, quasiment 10 rebonds, plus de 6 passes, 2 interceptions et quasiment 2 contres. Tout ça en shootant avec un pourcentage de réussite à plus de 64%. Ouais, C'est ouais. absolument terrifiant. Et Mm. je parlais du match contre Toronto tout à l'heure avec OG Anunoby, donc Oui. qui est, on va dire, potentiellement un joueur que tu peux considérer comme idéal pour défendre sur un mec comme Zion, c'est-à-dire qu'il est puissant et rapide. Et ben, quand tu le vois, il rebondit sur Zion Il Williamson rebondit. comme s'il n'existait pas, en fait. Tu as un autre match qui m'a beaucoup marqué concernant Zion Williamson, c'est le match face à Denver, où tu as un gars comme Aaron Mm. Gordon. Pareil, Ouais. Ben oui, c'est la taille, même chose. Ouais. rapidité, le gars, c'est une Rien à armoire, faire. quoi. Rien à faire. Rien à faire. Ils peuvent rien faire, en fait. En fait, Mm. Zion Williamson est un problème insoluble. Parce que si tu essaies de mettre quelqu'un qui est vraiment physiquement assez fort pour matcher sa puissance, il ne sera jamais assez rapide pour rester en face de lui. Et Mm. si tu as quelqu'un qui est assez rapide pour rester en face de lui, il ne sera pas assez puissant pour encaisser les chocs infligés par Zion. Mm. Et Et- comme tu ouais. dis, c'est effectivement une bonne chose. Enfin, je me félicite pas du fait que ni Ingram ni McCollum aient pu être avec Zion sur le terrain. Je pense que c'est un des gros points de travail pour Willie Green aujourd'hui concernant cette équipe. Et s'ils veulent vraiment faire du bruit en playoff,
Mais je trouve que c'est une bonne chose dans le sens où ça permet d'installer Zion Williamson dans un espèce de confort, on va dire, sur le terrain, de retrouver des sensations. On le voit également défensivement, il a une énergie qu'avant il n'avait pas, je trouve. Là, tu vois, même tu vois Trey Murphy ou tous disent il défend comme un enragé parfois sur le terrain, quoi. Ça fait plaisir à voir parce qu'il a vraiment travaillé là-dessus. Et je trouve que dans l'optique où, un moment ou un autre, j'espère pour eux, ils auront leurs 5 au complet, ça permettra, je trouve, à Willie Green de mieux justement gérer la distribution des ballons et qui tient la balle. Parce qu'on avait vu dans la saison 2020-2021 le point Zion, le Zion qui tient la balle et qui remonte la balle et qui gère un petit peu la distribution, enfin du moins qui est le point d'attaque de l'attaque des Pelicans. Et j'ai hâte de voir comment Willie Green va se dépatouiller avec ça entre McCollum, Ingram, qui eux aussi ont besoin de la balle dans les mains, et Zion qui, on le voit, apporte énormément à ce niveau-là, quoi, dans la création. Il est capable de créer, et c'est ça qui est assez terrifiant, quoi. Après, c'est ça, le truc avec le point Zion, c'est que je pense que le point Zion, ça va un peu gonfler ses statistiques, mais je pense que sur la durée, c'est pas quelque chose de viable, puisque non, mais c'est une super option à avoir. Oui, clairement, en playoff, c'est quelque chose qu'il faut avoir, puisque voilà, Zion, c'est pas une menace aussi de loin. Et le fait que lui ait la balle en main, ça veut dire que tu peux jouer avec autour de lui que des joueurs qui shootent. C'est ça. Par exemple, ton seul joueur qui ne shoot pas, c'est ton ball handler, ben, les problématiques de spacing sont bien différentes que si tu as un joueur qui ne shoot pas, mais qui n'a pas la balle en main. Donc c'est vrai que ça peut créer des opportunités. Après, je trouve que Zion, il a quand même, ok, il fait les efforts, il se bat, mais je trouve qu'il a quand même une grosse marge de progression défensivement. Tu vois, par exemple, en termes de compréhension, je trouve, de lecture du jeu, ça. non? Oui, sur la lecture du jeu et sur la lecture le placement. du jeu et le placement et un peu les efforts. Tu vois, par exemple, sur les switches, de temps en temps, je trouve qu'il fait pas le travail d'identification de switch et qu'il laisse les switches un peu. Vrai. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui arrive un peu dans la ligue. Parfois, pour revenir en transition, c'est pas celui qui court le plus vite. On va dire ça comme ça. Non, mais il a fait beaucoup d'efforts justement sur ce point-là. Est-ce que il y a un moment au tout début de sa carrière, enfin pour les peu de matchs où il jouait, c'était un peu effrayant parce qu'il était, tu sentais que physiquement c'était soit il était trop fatigué, il avait pas l'énergie nécessaire, soit je sais pas ce qui se passait, mais t'avais des images de lui défensivement sur les replis défensifs ou sur l'effort de son engagement défensif. C'était gênant, c'était très gênant à regarder. Là, il y a beaucoup moins ça. Je dis pas que ça n'existe plus, mais c'est beaucoup moins, ça saute beaucoup moins aux yeux, je trouve. Ouais, clairement. Et puis le dernier truc, je pense, sur lequel il pourrait vraiment progresser, faire cette équipe-là passer à un autre stade, c'est sur le rôle de roamer, c'est-à-dire le joueur qui est sur le joueur qui ne shoot pas et qui va faire un peu tout ce qui est recovery et qui va faire les actions un peu d'urgence au cercle, un peu comme le rôle que peut avoir Jaren Jackson à Memphis ou le rôle de Rob Williams, quoi. Par exemple, à Boston quand il est là. Et ça, je pense que Zion avec sur l'aide défense, la couverture en aide défensive. C'est ça. Je trouve que c'est quelque chose où il peut vraiment gagner puisque c'est quelqu'un qui a des capacités physiques telles qui fait que même si il est hors de position, il a les capacités physiques pour aller contester même s'il est en retard. Et mais ça, c'est quelque chose que je trouve, il reconnaît pas, par exemple, tu vois, le match à Détroit. Mais ça lui arrive. Ça lui arrive des fois, il le fait. Et avant. Mais pas assez souvent. Non, pas assez souvent. mais tu sens que c'est là. Tu sens que c'est là. C'est assez dingue. Oui. Et tu vois que le boost d'adrénaline que ça procure à l'équipe, à l'équipe, c'est taré, quoi. C'est ça. Et après, cette équipe-là aussi, enfin, on parle du trio Zion, McCollum
et Bon, Ingram. vas-y, Mais j'aime c'est bien une la équipe, direction que tu voilà. prends là. Vas-y, Non, vas-y. mais c'est une équipe qui est vraiment très profonde avec des Grave, héros j'allais en parler bout de de ça. banc. T'as des Trey Murphy game, t'as des Alvarado game, là, le 38 points face à Denver. T'as Arrête de parler de ça. face à Oh, Détroit, calme-toi, Tom. Marshall. Najee Non, Marshall vas-y. qui, fait un match exceptionnel. Enfin, je trouve, hein, dans le seul, il était vraiment, très présent et du coup, il a bien contribué. Larry Et donc, Nance. Larry Nance aussi qui est le joueur qui finit les matchs puisque voilà, ils vont débuter avec Valanciunas et les fins de match, ça sera plus joué par Larry Nance, notamment pour avoir un peu plus de flexibilité sur les couvertures défensives qu'ils peuvent adopter. Et on se rend compte que même si de temps en temps il manque une de leurs stars, que l'effectif est assez profond pour pouvoir trouver des solutions et pour que Willie Green ne soit jamais en reste et ne soit jamais obligé de faire des choix par dépit. Cette équipe est incroyable. La profondeur de banc de cette équipe, elle est incroyable. Ouais, Les mecs que tu viens de citer, là, Najee Marshall, il y a aussi leur rookie, là, Dyson Daniels, Daniels, ouais. il y a- Défensivement très très fort. on oublie aussi la présence de Devonte Graham, alors qui est devenu Mm, totalement un joueur de fond de banc dans cette équipe, mm, mine de rien, c'est un mec, quand il jouait aux Hornets, il n'était pas dégueu, il est capable de marquer ses tirs, enfin bref. Il est capable de créer son shoot, ce qui est déjà énorme. Euh, il y a une profondeur de banc incroyable. Et tu as Herb Jones. ouais. Enfin, défensivement, cette équipe, elle est incroyable. La capacité défensive de cette équipe est incroyable. Et c'est à part, on va dire, leur manque d'expérience globale, parce que la seule chose qu'ils peuvent dire aujourd'hui, c'est on a fait un premier tour de playoff qui était très impressionnant d'ailleurs face aux Suns de Phoenix, sans Zion. À part leur relative inexpérience, enfin leur inexpérience dans les phases finales, cette équipe-là, enfin, c'est potentiellement un rouleau compresseur à l'Ouest, quoi. Elle est capable, pour moi, en tout cas à mes yeux, de Ouais. s'adapter à tout. Elle Oui. a un mec comme Brandon Ingram qui est capable de prendre un tir dans n'importe quelle position, des tirs très difficiles. Elle a un mec en Zion Williamson qui est un problème absolument, ce qu'on vient de dire tout à l'heure, insoluble pour les défenses Absolument. adverses. CJ McCollum, il a le métier. Pour le coup, c'est lui l'expérience dans cet effectif. Et après, tu as, des soldats incroyables. Trey Murphy, et Trey Murphy, les dunks qu'il écrase. Alors, le mec, c'est un Ouais. tueur C'est un c'est un sniper et tueur qui met longue des gros distance dunks. et il te met des dunks de taré, quoi. Ouais, ouais, Mais ouais. cette équipe, elle est absolument géniale. J'adore cette équipe. Je crois que les Pelicans, c'est une des équipes que je regarde le plus parce que j'aime le groupe. Je trouve qu'il y a un Mhm. collectif incroyable enfin, qui est en train de naître dans cette équipe. Mm. Moi, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi, sauf que, enfin, à la limite que j'aurais, en fait, la nuance que j'aurais avec cette équipe-là, c'est que quand leurs trois stars seront ensemble, il y aura moins de temps de jeu pour les joueurs défensifs. Et la question que j'ai, c'est qu'est-ce que ça voudra dire pour l'équilibre de l'équipe? Tu vois? Puisque au Mhm. final, quand tu vas reprendre leurs cinq majeurs, le seul joueur qu'on pourrait estampiller comme joueur positif vraiment défensivement, ce serait Herb Jones. Même si il amène des problématiques de spacing, avec McCollum, Valanciunas, Ingram et Zion, enfin voilà, c'est lui le seul joueur, on va dire, potentiellement qui est un plus vraiment en défense. Les autres, d'un soir à l'autre, ça peut varier, positif, voire plutôt négatif ou Ouais, négatif moins. Tu Tom, vois? je regardais je regardais Alvarado, Oui, José Alvarado, ouais, l'impact défensif qu'il a pour cette clairement, ouais. équipe. C'est n'importe quoi. Oui. C'est Alvarado, ce que j'essaie de dire, c'est que Alvarado, faut arrêter avec l'image du joueur, tu sais, comment dirais-je, mascotte. Oui, je vois ce que tu veux Euh, dire. Je le, vois ce que le, tu veux dire. le Non, c'est tourneur un de vrai bon serviettes joueur. qui de temps en Ouais, temps qui de temps en temps fait des bons matchs et apporte son énergie et on se dit ah il est marrant José Alvarado. ouais. Il fait plus rire personne José Alvarado chez les adversaires. Clairement. Le mec Clairement. quand il est sur le terrain, si tu regardes les stats avancées Ouais. défensivement, Mhm. qu'il soit avec CJ McCollum ou Brandon Ingram ou je ne sais qui, son impact défensif est colossal. Ouais. C'est un solide meneur backup. C'est un des meilleurs meneurs backup peut-être dans Exactement, l'NBA aujourd'hui. Et puis exactement. ce que j'aime bien avec lui aussi, c'est que c'est un, alors je sais pas s'il y a une traduction en français, mais c'est un change the pace guy.
Tu vois, c'est Ouais, quelqu'un ouais, il qui, change le par rythme son légèreté, de. Ouais, ouais. il change un peu, il change la La dynamique, dynamique, il c'est change ça. de Mm. l'équipe, voilà. Il change vraiment la dynamique de l'équipe. Il est électrisant et c'est un joueur qui crée du chaos. C'est un joueur qui crée du chaos et c'est une bonne chose à avoir dans sa poche. Après, à voir si lui aussi, une fois arrivé en playoff, peut-être qu'il se fera exploiter par d'autres gardes ou si Ouais, j'ai pas euh, vu Phoenix l'exploiter beaucoup l'an oui, mais dernier, après, tu hein. vois, non, mais c'est pas ça, c'est que, tu vois, Phoenix, ils ont une construction d'équipe différente. Ouais, c'est vrai. Phoenix, on va dire que Oui, mais quand tu es justement, pour notre Tom. attaque, ouais. Non, mais justement, c'est ça qui est génial avec cette équipe. Moi, je vais te dire, c'est ça. Pour moi, c'est ça la qualité d'une équipe, c'est Mhm. son adaptabilité. Oui, Tout à l'heure, on parlait de Point Zion. oui, Ben voilà, je veux dire, les Pelicans peuvent aligner un 5 majeur avec Williamson, Ingram, Trey Murphy, Herbert Jones et Najee Marshall, si tu veux, mhm, ou Valanciunas si tu as besoin de taille, Larry Nance si tu as besoin aussi. L'adaptabilité de cette équipe est hallucinante. mhm, Si jamais Alvarado et McCollum, par exemple, sont exploités pour leur taille et dans le cas de McCollum, le fait que défensivement, c'est loin d'être un as. mhm. Bah, Willie Green peut adapter Ouais. son jeu à n'importe quel adversaire, à n'importe quelle situation, à n'importe quel moment du match. Ouais. Du Bah moins, là, c'est mon impression. c'est balle à Willie Green, du coup, pour une fois qu'il aura tous les éléments en main, à trouver Mhm. la bonne recette, hein. Parce que c'est aussi ça, hein, c'est que là, ok, là, comme tu as pas tous les choix disponibles, ben tu peux, enfin, tu restes un peu, on va pas dire dans la zone de confort, mais t'as pas beaucoup de questions, tu vois. C'est comme si tu arrives, tu vois, je sais pas moi, dans un buffet, il y a beaucoup de plats. Donc, faut choisir ce qui va pas te rendre malade. Tu vois, faut choisir si tu veux goûter un peu de tout, ce qui va pas te rendre malade. Mais vu que là, pour l'instant, il est pas encore arrivé à la problématique de choix. Est-ce que je choisis l'attaque ou Tout la à fait. défense? Parce que les blessures et les aléas font que il a une rotation fluide de 9 voire 10 joueurs en fonction des soirs, où il n'y a pas de problème de temps de jeu, tout le monde joue un petit peu et tout le monde peut apporter en fait et donner un caractère et une identité à l'équipe en jouant. Là où ça va devenir un peu différent et c'est là où on va l'attendre pour faire Mhm. le bon choix, un peu par exemple pour faire le parallèle avec Doc Rivers, quand quand t'as tout le monde, est-ce que tu peux faire super performer ou performer au niveau? C'est ça la Ouais, grande ouais, question. Est-ce que tu complètement. seras capable de faire les bons choix en tant que tacticien et meneur d'hommes? Tout à fait. Tout à fait. Non, mais c'est exactement ça, Tom. Et c'est pour ça que cette équipe me fascine, mais du Oui. début à la fin, quoi. Mm. Ouais. On est face à. Puis elle est jeune, cette équipe, clairement. Enfin, Mm. je veux dire, ça serait étonnant que. Enfin, je sais pas ce qu'elle est capable de faire, mais. En tout cas, ils sont programmés. Encore une fois, hein, tu vois, en début de saison, la question ce serait est-ce que les Pelicans seraient capables de sortir du play-in, tu vois? Ce serait été ça la question. Est-ce qu'ils seraient capables de sortir du play-in? Là, c'est plutôt est-ce qu'ils sont pas capables au final d'aller chercher l'avantage du terrain et pas en tant que quatrième, quoi, Ah ouais, bah, attends, moi je vais te sur ce dire, qui monte. alors, je m'emballe peut-être beaucoup trop et on ressortira la bande au mois d'avril prochain ou mai prochain. Mais pour moi aujourd'hui les Pelicans, enfin, quand je vois l'état de la conférence Ouest, Ouais. je me dis est-ce que les Pelicans peuvent décemment attaquer une finale de conférence quoi. Ah ouais! Ah Ah ouais, ouais! Ah ouais! carrément. Ah ouais, ok, je vois, je Moi je vois. suis carrément là-dessus. Ouais. Ok, ok, je comprends. Ok. Alors parlons on va parler de Memphis. Si tu veux bien, parce que Bien sûr. comme ça va nous permettre de rebondir là-dessus justement. Parce que Memphis, c'est un cas intéressant. Memphis, voilà une équipe qui a fait une campagne de playoff hyper intéressante, clairement Mhm. une équipe d'avenir, clairement une équipe où quand tu regardes l'effectif, tu te dis, ces gens-là sont partis pour dominer vont dominer un moment ou un autre la conférence Ouest si tout se passe bien. Ah oui, tiens, j'ai oublié de dire, les Pelicans, ils ont le pic de draft des Lakers Eh oui. à la prochaine draft. David Griffin a fait un boulot de dingue, de dingue. Je suis désolé, mais c'est une équipe. Cette équipe, franchement, elle est folle. Bref, les Grizzlies. Parlons des Grizzlies, qui est ton équipe de cœur.
Mhm. Elle n'a pas été épargnée par les blessures depuis le début de la saison. Tu as Jaren Jackson Jr. qui a manqué plus de la moitié des 18 matchs. matchs, ouais. Desmond Bain, deuxième meilleur scoreur de l'équipe, qui vient de prolonger son absence là pour une entorse au gros doigt de pied ou je sais pas quoi. C'est ça. T'as plein de joueurs hyper importants qui ont manqué des matchs. Et pourtant, l'équipe, elle est là, tout en haut de la conférence Ouest. Ja Morant confirme son statut de franchise player incontesté, il n'y a pas de problème. Dylan Brooks, il a des pourcentages au tir qui paraissent dégueulasses, mais le mec, il est primordial dans cette équipe et dans son identité, j'ai envie de te dire. Oui, clairement, ouais. Oui. Voilà. Et tu as cette politique du next man up, le prochain joueur qui est debout, tu prends la place. Voilà. Tyus Jones, on parlait de tout à l'heure d'Alvarado étant potentiellement un des meilleurs meneurs remplaçants. Je pense que Tyus Jones, c'est peut-être le mec à la palme aujourd'hui. Ouais. Brandon Clark, tu sais très bien mon amour pour Brandon Clark, j'adore ce mec-là. Pour moi, Sandy Aldama, c'est une révélation. Et puis, tu as les John Conchar, tu as même ce gars-là, le meneur rookie, Kennedy Chandler. Face à Miami, le mec, il te fait une performance, t'es là, mais c'est qui ce gars? C'est qui? What? Second tour de la dernière draft. Elle est incroyable, cette équipe. Pour le coup, Memphis, ce serait plus légitime de se dire, tiens, est-ce que eux, ils peuvent clairement pas attaquer une finale de conférence? J'ai envie de te dire, étant donné la conférence Ouest aujourd'hui, quelles sont pour toi les certitudes que tu as dans la conférence Ouest? On va commencer comme ça, cette discussion sur Memphis. Qui pour toi, Tom, aujourd'hui, où tu vois cette équipe et tu te dis, eux, c'est clairement top 4 conférence Ouest et potentiellement finale de conférence? Qui? Phoenix. Ouais. Pour moi, Phoenix, ils seront là. Pour moi, Phoenix, ils sont clairement sur régime. Ah, tu trouves? Parce je que trouve. Le truc, c'est que Phoenix, tu vois, ils ont pas eu, ils ont quand même, tu vois, enfin, il y a des roster spots chez eux qui sont pas encore utilisés, qui vont, je pense, être utilisés après la trade deadline, tu vois. Elle m'inspire pas du tout confiance. Ok. Équipe. Pas du tout. Ok. Non, vas-y, Phoenix, mais c'est intéressant. J'ai sûrement tort de minimiser la force de Phoenix, mais je sais pas. Je dirais Phoenix, Memphis, bien sûr. Denver, même si je pense que, enfin, défensivement, ils sont un peu à la ramasse, mais je pense que ça va remonter. Et puis quand Jokic va commencer à reprendre des ballons, offensivement, ils vont changer aussi de trajectoire. Et je pense les Warriors, puisque le 5 des Warriors fonctionne, c'est juste ce qu'il y a derrière qui fonctionne pas. On sait qu'en playoff, les rotations sont restreintes, et si ils sont en danger à un moment donné, Kerr va appuyer sur le bouton, on resserre les rotations et on va gagner des matchs. Donc on va dire que ce sont pour moi les 4 équipes en quelles qui t'inspirent vraiment confiance, quoi. Voilà. Où je suis quasiment sûr que ces équipes-là seront présentes en playoff. Ah ouais, c'est un excellent choix. Et je pense que moi, je pense que les Pelicans viennent frapper à la porte. Tu peux les rajouter, ouais. C'est vrai qu'ils sont à la porte. De ce truc-là. Mais je comprends pourquoi. Parce que les Pelicans, ils ont fait le play-in, ils ont arraché une place de 8e la saison passée. Aux Clippers, ouais. Parce qu'au final, Paul George, il a eu le Covid, il n'a pas pu jouer le match. Voilà. Enfin, ils gagnent, et puis ils font vraiment bonne figure. Bonne figure face aux Suns. Mais les Suns sans Devin Booker aussi. Voilà. Tu vois. Donc les Pelicans ont tout approuvé, clairement. Oui. Clairement. C'est un peu une folie de se dire que ces gars-là, de vraiment parier sur eux, quoi. Bien que, je te dis, moi, je suis très confiant. Peut-être trop, parce que on aura compris que je suis complètement fan de cette équipe. Memphis, pour le coup, c'est plus une valeur sûre de ce côté-là. Ouais. C'est plus une valeur sûre de ce côté-là parce qu'ils l'ont déjà fait. C'est pas la première fois qu'ils gagnent des matchs avec des problèmes de blessure. Hein, parce que simplement pour illustrer ce que tu disais, aujourd'hui, Memphis, c'est la deuxième équipe au nombre de matchs perdus pour blessure par des joueurs avec 98. Ouais. T'as Orlando qui est premier avec 145 et t'as le Heat qui est troisième avec 92. Tout à fait. Donc du coup, c'est une équipe qui a l'habitude en fait de se passer de ses meilleurs joueurs, même en playoff. Hein. On a une partie avec Ja Morant, une partie sans Ja Morant. Tu as une partie où tu avais Bean qui était blessé un peu au dos, une partie aussi sans Dillon Brooks parce qu'il était suspendu. C'est une équipe qui a un peu l'habitude de ça. Mais après, le truc avec Memphis, c'est que c'est les 3 meilleurs joueurs de Memphis, si on reprend le côté 3 meilleurs joueurs et comparaison des stars, c'est beaucoup moins flashy en fait que les 3 meilleurs joueurs, on va dire côté New Orleans. C'est-à-dire que
pour New Orleans, tu as des joueurs qui ont vraiment un gros pédigré. Là où pour Memphis, par exemple, quand tu regardes le Desmond Bane, où est-ce qu'il en est aujourd'hui, Mhm. si tu sais pas que ce gars-là, il est drafté 30e, si par exemple, Desmond Bane avait été drafté dans le top 5 de la draft, avec ce qu'il produit aujourd'hui, je pense que la façon dont on verrait Memphis serait Ouais, différente de ce qu'on la voit aujourd'hui. Parce qu'en gros, on se dit, OK, lui, il est à son plafond. Vu qu'il a je été vois, ouais. drafté loin, ça veut dire qu'il n'avait pas trop de potentiel. Ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Il va pas beaucoup progresser. Alors que Il quand est tu vois la exceptionnel, progression, Desmond Bane. Il est c'est ça. Et exceptionnel. quand tu vois sa progression, en fait, entre son année rookie, sa saison dernière et Mhm. cette saison, Ouais, tu te dis, mais jusqu'où il va aller, ce gars-là? Parce qu'il c'est clair. progresse beaucoup chaque année. Ja Morant, c'est pareil. Il progresse beaucoup chaque année. Et Jaren Jackson, c'est pareil. Et surtout au niveau défensif. Donc, en fait, tu te recoupes avec une équipe qui a un joueur qui peut se mêler à la conversation pour le MVP, ou du moins qui peut se mêler à une place pour le NBA, un des Tout meilleurs à fait. shooters de la NBA aujourd'hui et un candidat au défenseur de l'année. Tout à fait. Donc, du coup, là, tu as une structure d'équipe et une très, très bonne base. Et en fait, ce qui fait aussi la force de Memphis, c'est toute cette armée en fait, de role-players. Tu parlais de la Oui, alors mentalité du next man up. j'ai envie de dire que t'as trois gars qui dominent. Après, je te laisse poursuivre, Ouais. excuse-moi. Mais t'as trois gars, trois valeurs sûres en plus sur leur banc. Enfin, sur Mhm. leur banc, derrière le trio de tête que tu viens de nommer, pardon. Il y a Dylan Brooks, Tyus Jones et Brandon Clark, Ouais. et qui sont parfaitement complémentaires en plus de tout ça, enfin de toute cette histoire, quoi. C'est ça. Et même à ça, on peut même rajouter Steven Adams, qui est un des joueurs pour moi les plus importants de l'équipe, puisqu'il permet à l'équipe Ouais, d'avoir une certaine stabilité, notamment sur le jeu de possession, puisque Memphis, c'est une équipe, bon, c'est une équipe qui est pas très à droite à 3 points, notamment en l'absence de Desmond Bane, et du coup qui va gagner des matchs en se créant plus d'opportunités et en ayant plus d'opportunités de tirer que l'adversaire, un peu à la manière de Toronto, et avec Adams une est un stratégie monstre de du rebond pilonnage, et offensif. c'est un monstre Ouais, au rebond offensif. Et il est bien aidé par le fait que Ja Morant arrive tellement facilement à prendre à prendre l'avantage sur ses adversaires que du coup, ça met le joueur qui vient aider hors de tout à fait, position et ça laisse aussi un boulevard à Steven Adams pour avoir. Donc, tu vois, tout ça, c'est une histoire de tout à dynamique fait. et qui fonctionne très bien. Donc, c'est une équipe qui est très solide, encore une fois, mais comme on va dire que ce sont des role players qui sont déjà des joueurs un peu obscurs, hein, parce que quand tu prends euh, enfin, Santi Aldama, voilà, qui est quelqu'un qui n'était pas du tout attendu là où il Eh est. ben, Quand tu carrément, regardes moi sa je sais même première pas d'où il saison, sort ce gars. J'étais là, mais c'est qui ce type? ouais, Début de l'année, j'étais là, tu sais, tu fais un, deux, trois matchs et tu te dis, ouais, ouais, ok, bon, ouais, le mec il a sa minute de gloire et puis c'est fini. Alors que ça non, va c'est un gars qui est repartir en fin vraiment de bon, hein. banc. Pas du Ouais, tout, pas du tout. Le mec il a 25 minutes par match ouais. et c'est devenu une pièce importante de la rotation, quoi. Là, c'est devenu le remplaçant de Kyle Anderson. Ouais, Littéralement le remplaçant de Kyle exactement, ouais. Anderson C'est avec vrai, c'est un tir vrai. à 3 points. Alors, moins de défense et de polyvalence pour pouvoir se créer son tir, mais beaucoup plus on va dire, beaucoup plus de tir et de capacité en fait à jouer dans des 5 où il y a des non-shooters, notamment avec Steven Adams et aussi avec Brandon Clark. Et puis tu as John Conchar, qui est numériquement le remplaçant de D'Anthony Melton, même si en vrai le remplaçant de D'Anthony Melton, c'est le combo Zaire Williams, John Conchar et Danny Green quand Mhm. ceux-ci pourront jouer. Et en fait, John Conchar qui là remplace Desmond Bane et qui est vraiment très solide. On parle de la dernière, John Conchar, c'était le 12e, 11e, Mais 12e homme hein, dans la complètement, rotation et qui là, complètement. qui limite est devenu 5e starter et une pièce importante et qui ne fait pas défaut, quoi, qui est surprenant, Et qui qui prend des plante à 3 points rebonds, comme qui jamais, plante à quoi. 3 points, Ouais, qui est solide défensivement, mais qui manque complètement. un peu de capacité athlétique pour tenir les meilleurs joueurs. Donc, en fait, on a vraiment une équipe et un mix qui fait que ça fonctionne très bien. Et je pense que l'équipe, elle est partie pour faire une bonne deuxième partie de saison. Alors oui, le calendrier était un peu avantageux sur le début de saison, mais l'équipe était blessée. Donc, on verra après Noël, où là, on va commencer à avoir des matchs un peu plus brutaux, entre guillemets, et un enchaînement de matchs un peu plus brutal pour voir si cette équipe-là répond à toutes les attentes qui étaient placées en elle. Puisque l'an dernier, l'équipe a commencé pareil, 9-10 avec limite une défaite de crise sur le parquet de Minnesota Ouais, tout pour à fait. après regagner des matchs. Et là, là, c'est un peu pareil. Il y a eu un coup de moins bien
avant là on est sur 4 matchs consécutifs gagnés. Mais avant ça, il y a eu la défaite du coup face à Minnesota, qui est l'une des pires défaites de la saison pour l'instant, où Minnesota qui avait pas Towns, qui avait, je crois, McDaniels, il n'était pas là. Et c'est le match où Dylan Brooks, il se fait exclure, Ja se fait exclure, Anthony Edwards, il trash talk et tout, et il gagne le match à la fin. Et même Rudy Gobert, au final, avait pas mal de problèmes de faute, et c'est Nasrid, limite, qui leur gagne à peu près un peu le match, quoi. Donc Ouais, là, tout à c'était fait. l'une des pires défaites de la saison. Et puis depuis, l'équipe est repartie sur de bonnes bases, avec notamment cette belle victoire face à Miami, Ouais, avec incroyable. la moitié de l'équipe au Incroyable ce repos. match. Il est incroyable ce match. Ouais, incroyable, ouais, incroyable ce match. Et c'est un peu C'est la irréel. mentalité, peut-être Spurs ou en Miami d'il y a quelques Ah années, ouais, c'est où ce que j'allais dire, les c'est joueurs étaient un peu Miami qui se fait avoir à son interchangeables. propre jeu quelque part, tu vois. C'est ça. Sachant que Memphis avait déjà essayé de copier un peu l'ADN de Miami en essayant de ramener Fisdale, sauf que ça, la greffe n'avait pas prise. Et là, Ouais. ça fonctionne bien avec, Oh, putain, j'avais Taylor carrément Hawkins. oublié le Ah ben passage de oui. Fisdale à Eh oui. Memphis. Eh oui, eh oui, oui. Putain, ça m'a fait quelque chose quand t'as dit ce nom-là. J'étais là, ouah, c'est vrai, putain, la vache. Ouais, Desmond Bain revient dans combien de temps? Dans un mois, c'est ça, maintenant? Ouais, Oh là là, c'est dans un chiant. mois. J'ai hâte Un de le mois. revoir Oui, c'est un jouer. peu chiant, mais bon, après, c'est ça, hein, vaut mieux, les trucs aux orteils comme ça, vaut mieux Oui, attendre un oui. maximum et qu'ils reviennent et qu'il n'ait pas de douleur. Parce que c'est des trucs, c'est un peu chronique, hein. Et c'est ce qu'on vient de, Sur un appui. et c'est ce qu'on vient de dire, c'est que Memphis, ça joue le. Là, maintenant, leur ambition, elle est en playoff. Elle est pas. Il faut que tout le monde arrive en forme en playoff. Donc, Ouais. L'ambition de Memphis, c'est pas le play-in. ah Clairement voilà, pas. ouais, clairement, ouais. C'est arriver en santé en playoff, et puis permettre à ces joueurs-là permettre aux joueurs de prendre de l'expérience, hein. Parce Ouais, que généralement, c'est ce qui se passe, hein, et on peut faire le parallèle avec les Pelicans par rapport à ça. Pour qu'une équipe soit surperforme ou soit réalise des résultats un peu surprenants par rapport à ce qui est attendu, généralement, tu vas te baser sur des équipes qui sont plutôt jeunes et qui ont un nombre de joueurs importants qui peuvent potentiellement passer un cap. tout à fait. Et c'est ce qui se passe avec ces deux équipes-là. Tu as pas mal de joueurs qui passent un cap. Complètement, ouais. Du coup, ça change un peu le plafond de l'équipe. Le moment où Memphis va avoir son effectif au complet, enfin, ou proche d'être au complet, je sais pas si ça arrivera, j'espère pour eux tout du moins. Mm. Mais le moment où ça arrive, on peut être sûr qu'il va y avoir une poussée de Ouais. Memphis. Le coup d'à coup, c'est très drôle d'ailleurs, ce coup d'à coup de Zion, Ja Morant, potentiel qui est en train de se. Enfin, si c'est ça, franchement, moi ça va, je vais adorer cette histoire. Je suis fan de ces deux équipes, je suis fan de ces deux joueurs et ça peut être très très sympa. Après, je sais pas si on peut vraiment parler de rivalité, mais je crois Oh, pas je qu'on puisse crois pas, parler de ils sont rivalité. ultra potes les Quand deux. ils Hein. sont potes, ils étaient en AAU ensemble, mais parmi les deux fanbases, en tout cas aux États-Unis, il y a une espèce de rivalité où, en gros, depuis en fait, Mm. depuis la draft de Zion, Memphis a toujours été meilleur que les Pelicans, malgré des noms plus renflants au niveau des Pelicans. Les Pelicans, en dehors de cette année, ils ont toujours un peu déçu quand tu voyais les noms qui composaient le roster et le résultat en fin d'année. Et en gros, même, enfin, du côté de la fanbase Memphis, notamment aux États-Unis, on se dit, enfin, que en gros, que Memphis est l'équipe que les Pelicans veulent être, ou que ESPN croit que les Pelicans sont. Tu sais quoi, Tom? S'il y a une confrontation en demi-finale de conf entre Memphis et Les les Pels. Pelicans, je vais perdre la raison. Je vais perdre la tête. Je suis prêt à donner beaucoup d'argent pour voir ça. Good. C'est mon rêve de voir cette confrontation en playoff. Je Si t'avoue. on peut avoir ça, et on peut avoir un Dallas-Denver aussi, ça peut être intéressant aussi, hein, tout ça, Ouais, hein. ouais, carrément. J'en ai rien à péter du reste. Là, maintenant, tout de suite, on est quoi? On est le combien? On est le 9 décembre Ouais. 2022. Je veux voir un Pelicans Grizzlies en playoff. Je veux ça. Ce serait le plus beau cadeau de Noël, mais voilà, les playoffs se jouent pas à Noël. On verra bien. Ben, On va terminer le espérons. podcast. Ah ouais, espérons-le. On va terminer le podcast rapidement. Je voulais juste faire un petit clin d'œil à Jalen Williams, l'espèce de gars qui ressemble à un Jackson 5 qui joue au OKC Thunder, 12e choix de la dernière draft. Et
Je suis en fascination totale sur ce joueur. J'adore ce type. Il a remporté là le titre de rookie du mois de la conférence Ouest. Et il est quand même passé devant des gars comme Jabari Smith, Tyree Eason, Keegan Murray et Shaedon Sharpe qui font des très très bonnes saisons. Jabari Smith c'est un peu plus récent, mais voilà. Et j'adore ce joueur. J'ai regardé ce match face aux Spurs où il a complètement explosé, 27 points, des passes décisives. Le gars a une vision du jeu incroyable. Comme j'aime bien le dire dans ce podcast, Jalen Williams est un joueur qui pue le basket, clairement. J'adore sa façon de jouer, j'adore sa façon de se déplacer, j'adore l'intelligence de jeu de ce joueur-là. Et voilà, je regarde le Thunder parce que j'adore Shai Gilgeous-Alexander. Et je suis ravi de le voir compter à ses côtés un mec de la trempe de Jalen Williams. J'adore ce joueur et je voulais juste le dire. Voilà. Et Tom, si tu as quelque chose à dire par rapport à Jalen Williams. C'est un joueur que je trouve très solide, Jalen Williams de Santa Clara. Et puis petit shout-out à du coup Alan Guillou qui était avec nous sur le podcast Uncap 2, qui est maintenant dans le coaching staff du coup de Santa Clara. Donc franchement, c'est un joueur qui est vraiment solide, c'est un joueur très moderne au final, vraiment dans l'ADN des joueurs d'OKC. Avec grand, puissant, très puissant du haut du corps. Grande envergure, il est vraiment très intéressant, grande envergure et qui est capable de prendre des décisions balle en main. Hein. C'est un peu limite. Des fois, il a des moments où il évolue peut-être un peu comme limite un meneur backup. Hein, complètement, mais il est bluffant. Il est bluffant. Ouais. C'est un joueur qui joue très juste et qui a de bonnes capacités à finir. Et surtout, c'est un joueur, je trouve, qui il a pas peur. Je sais pas si il a pas peur. C'est-à-dire que c'est un joueur qui. C'est exactement ce que dit Marc Daigneault, son coach. Il a pas peur et il ne se laisse pas ni dominer par ses succès ni par ses échecs. Ouais, il est d'une constance incroyable mentalement. Il a 21 ans. C'était un des rookies les plus vieux de la classe de cette classe de draft. Donc c'est peut-être cette maturité, mais voilà, 21 ans, et gars, il a une maturité malgré tout qui reste incroyable, quoi. Pardon, je te laisse finir. Et il a un super QI, super QI basket, puisque c'est un joueur qui, bon, c'est pas forcément un grand shooter, mais qui sait, tu vois, couper au panier au bon moment. Et je trouve qu'il est intéressant avec la balle, et il est aussi intéressant sans la balle. Tout à fait. Il a une belle vision du jeu, il exécute pas mal de bonnes passes sur la fin. Il a un peu toute la panoplie sur pick and roll, tu vois, la bounce pass, la petite passe à côté pour décaler le joueur dans le coin. Enfin, franchement, c'est un gars qui est super. Et ce que je trouve intéressant aussi avec la façon dont OKC joue, c'est que grâce à ce type de joueur-là, en fait, OKC peuvent gagner pas mal de temps, notamment sur entre la prise du rebond et le déclenchement de l'attaque. Donc, c'est une équipe qui peut rentrer en fait très vite en possession offensive, puisque si tu as par exemple Giddey qui est plutôt grand aussi, et en fait tous les joueurs d'OKC sont capables de passer, dribbler, alors peut-être pas shooter, mais sont capables de passer et de dribbler. Donc du coup, ce qui permet notamment sur les rebonds, quand ils ont les rebonds, de pousser très vite en fait la transition et de démarrer une attaque avec un mismatch, peu importe ce qu'il est, quoi. Ouais, complètement. Alors après, pour mettre un peu le holà sur Jalen Williams, j'ai bien conscience que les stats avancées sont cruelles avec lui. Oui. Mais c'est un rookie. Donc, j'en tiendrai jamais à rigueur à un mec qui a mis ses pieds dans la ligue depuis même pas 2 mois, quoi. Mais je trouve que en termes de promesse, en termes de maturité, en termes d'intelligence de jeu, c'est typiquement le profil de joueur que j'adore. Voilà. Oui. C'est un joueur qui a un feeling pour le basketball, tu vois, la façon de jouer, que voilà, j'aime beaucoup. C'est un de mes coups de cœur. C'est un joueur séduisant. C'est un joueur qui est séduisant, et encore une fois, tu vois, c'est un joueur qui est pris un peu loin. Enfin, un peu loin. Il est pris, tu vois, quand tu regardes globalement cette draft, c'est ça. Mais quand tu regardes, tu vois, cette draft, globalement, il y a peut-être 3-4 gars, grand max, qui font un meilleur début de saison que lui, globalement, depuis qu'il a du temps de jeu. Au final, le fait d'être rookie du mois, c'est pas rien, quoi. Enfin, je veux dire, en face, c'est Bénédicte Mathurin qui a eu le prix pour la conférence Est, qui est clairement dans la course du rookie de l'année avec Paolo Banchero. Avec Banchero, bon,
Je pense que ça se joue entre ces deux gars-là, mais le fait que Jalen Williams, qui est un gars dont je sais pas, je pense pas que quelqu'un pariait sur le fait que ce gars-là explose comme il le fait aujourd'hui, quoi. Mm. Alors, Je imagine sais pas. cette équipe-là avec Chet. J'ai hâte. J'ai hâte de voir ça. Ouais. Chet qui a été d'ailleurs qui est repassé sur le billard là pour sa blessure au pied, mais j'espère vraiment que pour J.K. Alexander, j'espère vraiment que le Thunder va vraiment concrétiser les choses, quoi. Il y a un moment, empiler les pics de draft, ça va 2 minutes, mais faut faire quelque chose, quoi. Et là, je trouve cette saison, pour le coup, c'est ce que j'étais intéressé de voir ça du côté du Thunder. J'attendais de voir si il allait avoir de plus en plus cette construction d'identité en termes d'équipe, en termes de collectif sur le terrain. Et je trouve qu'on commence à voir poindre quelque chose qui ressemble à une identité de jeu. Et ça me plaît beaucoup. Voilà. Voilà. Après, c'est vrai que ça, c'est la patte d'Ignol aussi. Hein. D'Ignol, on n'en Ouais, parle ouais. pas beaucoup, mais c'est un coach très solide, vraiment axé sur la défense, puisque dès qu'il a les moyens, quand l'équipe joue, en tout cas, c'est l'une des forces de cette équipe du Thunder, c'est la défense. Et le gros problème de cette équipe-là, c'est notamment le tir et le 3 points, quoi. C'est une Tout à équipe fait. qui s'en crée, mais qui n'en met pas beaucoup. Donc, à voir avec l'évolution des joueurs et le type de profil qui seront choisis, mais en tout cas, d'un point de vue base, il y a déjà une, une physiologie déjà qui est recherchée au moment de la draft, et tu sens que c'est une équipe qui est pas très loin au final de. En fait, il leur manque pas grand-chose hein, pour. Complètement. Parce que après, l'objectif encore une fois, l'objectif de Kessie, c'est de sauter le milieu. C'est-à-dire, c'est de pas, on va pas dire de brûler les étapes, c'est que OKC, ils veulent aller en playoff pour passer directement en tour. Complètement. Donc, c'est la stratégie qu'ils ont choisi de choisir. Et pour l'instant, on va dire qu'elle est plutôt bien déployée, puisqu'ils ont des valeurs sûres, ils ont des pics de draft, mais ils ont aussi des jeunes joueurs qui ont un plafond assez haut, quoi, avec pas mal de Mmh. potentiel. Donc, Après, on sait très bien que l'expérience en playoff est primordiale. oui. Et je terminerai ce podcast en citant notamment un joueur qui, je trouve, mériterait. Enfin, je pense que je vais en parler beaucoup plus longuement parce qu'il mérite vraiment d'avoir son segment à lui tout seul. C'est Jason Tatum et Jaylen Brown, enfin ce Ouais, duo-là quelque part. ouais. Je trouve leur parcours hyper intéressant parce que ce sont deux joueurs qui, très tôt dans leur carrière, ont été en playoff, Ouais. ont joué des séries ultra compétitives, notamment face à LeBron James et à Ouais. Cleveland. Ils n'ont jamais raté les playoffs, hein, d'ailleurs. Hein. Non, je crois pas, ouais. Ils ont jamais raté les playoffs, ces gars-là. Et Jason Tatum, toi, on parlait de, comment dirais-je, de Trae Young et tout ça tout à l'heure. Ouais. Jason Tatum, il a 24 ans. Il a déjà des... Enfin, ça s'est passé la saison dernière. Mais lui et Jaylen Brown, de cette expérience qu'ils ont eue quand même très vite dès leur début, ont réussi à quelque part à concrétiser tout ça, tu vois, et à prendre possession à la fois de leur talent et de leur responsabilité vis-à-vis de leur statut dans leur franchise. Et à cet âge-là, c'est quand même un coup de chapeau monstrueux, quoi. Parce que à 24 ans, faire ce que Tatum fait et prendre les responsabilités comme il le fait au sein des Celtics, ça force le respect, moi, je trouve. Ouais, clairement, clairement. Et puis ça montre aussi que c'est aussi un modèle viable en fait, que tu n'es pas obligé de repartir du bas et après attendre, récupérer des vétérans. Il y a plusieurs façons de construire Tout à fait. en NBA et que ce qui Tout à change, fait. ce qui va changer, c'est la marge d'erreur que tu as en fait quand tu choisis une stratégie où tu vas à la draft peu de fois et la notion de chance si tu repars sans des tours de draft des équipes adverses et tu dois compter que sur tes tours de draft. Ouais. Et il y a aussi cette idée du baptême du feu. Je veux dire, moi, depuis que je suis la NBA, j'ai rarement vu des équipes qui arrivent et ça marche, quoi. Quand bien même tu as une compilation de talents et tout ça. Ouais. C'est pour ça que les Pelicans, clairement, je vois pas les Pelicans gagner le titre.
parce que je crois véritablement, alors peut-être qu'un jour un club me fera mentir, hein, mais je crois véritablement que le baptême du feu est quelque chose qui se vérifie à chaque fois en NBA. Tu dois passer par des désillusions, tu dois connaître des défaites amères, tu dois te retrouver face à un adversaire qui te pète en deux, qui te casse les jambes, qui te casse ta volonté et c'est parce que tu seras en capacité de te relever et c'est comment tu vas faire pour te relever et comment tu vas affronter cette adversité. C'est là qu'est la réponse en fait. Et là, je sais pas que Boston. D'ailleurs, Tatum a dit très récemment où il entend que tout le monde est là. Ah oui, Boston, ils sont incroyables, c'est génial, tout ça. Et il dit tout ce qu'on fait maintenant, tout le succès qu'on a maintenant. On peut dire vous avez une attaque historique, c'est génial, vous êtes les grands favoris, blablabla, blablabla. Il dit tant qu'on gagne pas le titre, tout ça ne vaut rien. Oui. Il a raison. Il a raison, ça vaut rien du tout. Tu peux être la meilleure équipe de toute la NBA au mois de décembre, tout le monde s'en fout en fait. Oui, clairement. Ça n'a aucune espèce d'importance. Dans l'histoire, tout le monde aura oublié qu'au mois de décembre, tu étais le premier de la ligue et que tu avais une attaque historique. Ça n'a aucune espèce d'importance. Voilà, clairement. Et tu vois, Tatum, encore plus de respect pour lui pour dire un truc comme ça. Il a tout à fait raison, il est lucide par rapport à ça, je trouve. Ah ouais. Et puis après, je pense qu'il faut pas non plus oublier le fait que, ce qu'ils ont vécu face aux Warriors, c'était quand même difficile. Face aux Warriors, grave. Ils mènent 2-1. S'il n'y a pas le Curry Game au match 4 où ils ont tout tenté pour le stopper. Ils sont chez eux. Pour mener 3-1, tu te rends compte? Ils pourraient mener 3-1. Et puis, offensivement aussi, je pense que ça leur a fait aussi très mal, tu vois, offensivement. Parce que c'est sur ça qu'ils ont perdu les finales. Hein. C'est vraiment que leur attaque ne marchait plus. Il y avait trop de pertes de balles. Et voilà, quoi. C'est vraiment l'attaque. Si tu écoutes Jason Tatum aujourd'hui dans la quasi-totalité de ses conférences de presse, je parle de Jason Tatum, Jaylen Brown est tout aussi impressionnant. Franchement, ces deux gars-là ils sont incroyables. Mais Jason Tatum, il n'arrête pas d'en parler de ça. L'autre fois, il a fait un match, je ne sais plus, il avait perdu 9 ballons. Et il dit c'est totalement inadmissible. Non, ouais. Il en a conscience. Et tu vois bien que c'est quelque chose sur lequel il essaye de se concentrer absolument maintenant, de travailler là-dessus maintenant pour que quand il arrive en play-off, il ait nettoyé un maximum cette lacune, en fait. Qui nous a tous sauté aux yeux pendant les finales NBA. C'est ça. On verra ça. Merci Tom de m'avoir accompagné sur ce podcast. C'était cool. Merci à toi Josh. On pourrait parler encore pendant combien de temps tu penses? Je pense qu'on pourrait faire 2 heures. Hein. Ouais, mais bon, on va garder ça en off. On fera les off et puis tant pis à ceux qui sont pas en off. Voilà. Sachant qu'on a parlé pendant une demi-heure avant de commencer le podcast. Merci beaucoup Thomas et à très bientôt. Salut. Merci pour l'invitation. De rien. Et chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Voilà, d'ici là, bonne fin de journée, bon week-end et à la semaine prochaine. À ciao, bye bye.